vous retrouver pour cette nouvelle semaine. Bonjour chez vous, c'est votre rendez-vous quotidien avec l'actualité qui vous concerne. Nous sommes au plus près de vous avec nos partenaires de la presse quotidienne régionale, des télévisions locales et des Indés Radio. Nous sommes ensemble pendant 1h30 et au menu du jour, le Sénat entame aujourd'hui l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale. On en parle avec le président de la commission des affaires sociales, c'est le sénateur Alain Milon, il est avec nous. Dans une demi-heure, l'invité politique, c'est Nicolas Dupont-Aignan, député de l'Essonne, président de Debout la France, interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale, représentée ce matin par Stéphane Vernet de Ouest France. Et puis toutes les semaines, vous le savez, nous nous rendons à votre rencontre dans un département. Cette semaine, nous serons en Moselle pour parler santé. Nous nous pencherons notamment sur la crise des urgences ou encore sur le statut des aidants. Et puis enfin, le Club des territoires, notre bande de journalistes qui débattent de l'actu. Au menu, ce tremblement de terre qui a touché le sud-est de la France hier avec un épicentre dans la Drôme. Et justement, nous serons à Valence grâce à nos partenaires du groupe EBRA. Robin Charbonnier, chef info Drôme Ardèche, nous donnera les dernières informations. Mais avant cela, voici les autres informations de ce mardi 12 novembre. Bruno Retailleau et Xavier Bertrand, reçus aujourd'hui par Christophe Castaner. Ils évoqueront l'interdiction des listes communautaristes. Bruno Retailleau a déposé une proposition de loi à ce sujet. Xavier Bertrand a rappelé dimanche sa volonté de voir interdites les listes de l'Union des démocrates musulmans français. Agnès Buzyn devant le Sénat cet après-midi, elle sera auditionnée par la commission d'enquête sur l'incendie de l'usine Lubrizol de Rouen. La ministre qui se veut rassurante sur les conséquences sanitaires de la catastrophe. Une trentaine de chefs d'État et de gouvernement attendus aujourd'hui au Forum de Paris sur la paix. L'objectif, selon les organisateurs, c'est de défendre le multilatéralisme face à la montée des égoïsmes nationaux. Emmanuel Macron y est très attendu après ses propos controversés sur l'OTAN qu'il a déclaré en état de mort cérébrale dans une interview à l'hebdomadaire The Economist. Et on débute avec le sénateur du jour. Il est élu du Vaucluse, siège dans le groupe Les Républicains et préside donc la commission des affaires sociales du Sénat. Bonjour Alain Milon. Bonjour et merci de m'avoir invité. Merci d'être avec nous ce matin. On va bien sûr parler de ce projet de loi de financement de la sécurité sociale qui arrive dans l'hémicycle cet après-midi. Mais d'abord, ce tremblement de terre, il était presque midi hier quand un fort séisme a été ressenti dans le sud-est de la France. L'épicentre du séisme se trouve à Montélimar. Le récit et les dernières informations avec Flora Sauvage. La secousse d'une magnitude de 5,4 sur l'échelle de Richter n'a duré que quelques secondes, peu avant midi hier, près de Montélimar, dans la Drôme. Mais elle a fait de nombreux dégâts dans la commune du Teil en Ardèche. 4 personnes ont été blessées, dont une grièvement. Une trentaine d'habitants ont été hébergés dans un gymnase pour la nuit. La maison s'est déplacée de 1 mètre de chaque côté. Et à premier abord, j'ai cru que c'était le gaz qui avait explosé. L'épicentre du séisme se trouve à une dizaine de kilomètres de la centrale nucléaire de Cruas, en Ardèche, et à une trentaine de kilomètres du site de Tricastin, dans la Drôme. Selon l'agence de sûreté nucléaire, aucun dégât apparent n'a été constaté. Sur le site de Cruas, en Ardèche, le seuil sismique vibratoire a déclenché une alarme sur un seul des 5 capteurs présents sur le site. Conformément à la procédure de sécurité et de précaution établi par l'opérateur, un arrêt des réacteurs surviendra dans les prochaines heures. L'arrêt des réacteurs de la centrale de Cruas devrait durer plusieurs jours. Le réseau Sortir du nucléaire rappelle que la magnitude du séisme qui s'est produit hier était supérieure au séisme majoré de sécurité pour lesquels les centrales du Tricastin et du Cruas ont été construites. Alain Milon, votre département du Vaucluse a également été touché. Vous y étiez d'ailleurs. Comment ça a été ressenti, ce tremblement de terre ? Oui, le département de Vaucluse n'a pas été touché directement, puisque c'est en Drôme-Ardèche. Nous sommes plus au sud, à une cinquantaine de kilomètres au sud. Mais vous l'avez ressenti ? Par contre, nous l'avons ressenti et entendu, oui. Nous étions dans les manifestations du 11 novembre à Sorgues, et c'est vrai qu'on l'a entendu, tout au moins. Ressenti, non, on n'a pas senti la terre trembler, ou quoi que ce soit, mais on a bien entendu un bruit assez spécifique quand même, qu'on reconnaît assez facilement.
2 centrales nucléaires sont situées dans la zone du séisme, celle du Tricastin et celle de Cruas en Ardèche, qui est d'ailleurs à l'arrêt par précaution pour faire un audit approfondi. Alors EDF se veut rassurant, dit qu'il n'y a pas de risque, mais est-ce que quand même ça pose une fois de plus la question de la sécurité de ces centrales nucléaires ? Très probablement, sauf que les sismologues, les spécialistes en tremblement de terre disent que nous ne sommes pas à ce niveau-là, au niveau de Tricastin et de Cruas, dans une zone de tremblement de terre, et que c'est assez exceptionnel. Donc, a priori, d'après ce que dit EDF, il n'y a pas de danger grave et immédiat pour l'ensemble de la population. Et donc, s'ils ont arrêté, ils disent que c'est un arrêt par précaution. Il faut attendre maintenant les résultats de l'enquête qu'ils vont mener sur le sujet. Tricastin n'ayant pas été directement touché, quand même. Mais pas plus d'inquiétude que cela, selon vous, sur ces centrales nucléaires ? Pour l'instant, non. À part leur vieillissement. Autre sujet de ce week-end, c'est cette marche pour dire stop à l'islamophobie qui a rassemblé plus de 10 000 personnes à Paris. Il y a une polémique après cette marche sur cette étoile jaune portée par certains manifestants, dont une petite fille qu'on a vue en photo à côté de votre collègue, la sénatrice écologiste Esther Benbassa. Oui. Quel a été votre sentiment en voyant cette photo ? Mais, au départ, quand on la voit comme ça, voir une étoile jaune, ça évoque beaucoup de choses du passé et beaucoup de choses inadmissibles qui sont passées dans le passé. Après, quand on regarde bien, mais il faut avoir une analyse fine, c'était pas une étoile à 6 branches, mais une étoile à 5 branches. Donc il y avait probablement de la part des organisateurs une volonté de rattacher l'islamophobie à ce qui s'est passé dans le passé au niveau de l'Allemagne nazie. Et puis, en même temps, une volonté de ne pas trop se rapprocher en mettant 5 branches plutôt que 6. Mais il n'empêche que ce qui est retenu aujourd'hui, c'est l'image du passé, c'est cette volonté de faire en sorte que l'ensemble des musulmans sont considérés en France comme les juifs étaient considérés du temps d'Hitler en Allemagne. Et donc, c'est extrêmement choquant parce que M. Macron, M. Hollande, M. Sarkozy ne sont pas M. Hitler, loin de là. Les musulmans sont considérés comme des citoyens normaux sur l'ensemble du territoire national et il est donc nécessaire de revenir à plus de raisons. Donc vous êtes choqué quand même par ce qui s'est passé et par ce symbole qui a été mis sur certains manifestants. Autre question d'actualité aujourd'hui, c'est Bruno Retailleau et Xavier Bertrand qui seront reçus par le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, sur leur proposition d'interdire les listes communautaires. Est-ce que vous y êtes favorable ? Oui. On peut remarquer d'abord que et Bruno Retailleau et Xavier Bertrand, qui sont favorables à l'interdiction des listes communautaires, font partie de courants un peu différents au sein de ce qu'on appelle la droite. C'est un euphémisme. Oui, tout à fait. Au sein de ce qu'on appelle la droite. Donc, s'ils sont d'accord sur ce sujet, c'est bien parce qu'il existe quand même un problème de communautarisme sur l'ensemble du territoire national. Et il est important de faire respecter la laïcité d'abord, ce qui nous semble être quelque chose qui marque quand même la France au niveau international. Peu de pays sont autant laïques que la France, tout en admettant l'ensemble des religions possibles. Donc il est nécessaire de garder ce point de laïcité qui me semble être le plus important et d'empêcher que le communautarisme en tant que tel devienne un parti politique qui pourrait dans l'avenir mettre en danger la démocratie. Vous dites, Bruno Retailleau, Xavier Bertrand, c'est 2 lignes opposées. Est-ce que finalement la droite ne met pas en avant ce sujet parce que c'est le seul sujet sur lequel elle est d'accord et où tout le monde parle d'une seule voix ? J'ai pas dit 2 lignes opposées, 2 lignes différentes au sein de la même droite. Et je pense que l'honneur de la droite, c'est justement d'admettre des citoyens qui, sur certains sujets, peuvent avoir des différences importantes. Donc pour la droite, c'est bien de parler de ce sujet. Au contraire. C'est un des seuls sujets sur lesquels elle est d'accord. Non, de seuls sujets, sûrement pas. Il y a le PLFSS, il y a le PLF, il y a la sécurité nationale. Il y a aussi beaucoup de sujets sur lesquels elle n'est pas d'accord. Il y a les travaux, etc. Non, il y a beaucoup de sujets. On va parler du PLFSS justement, puisque le Sénat débute aujourd'hui l'examen de ce projet de loi de financement de la sécurité sociale. On en parle avec notre journaliste parlementaire Alex Poussard. Bonjour Alex. Bonjour Ariane, bonjour Alain Milon. Bonjour. Et Alex, on va parler de ce projet de loi, ce budget 2020 qui creuse le fameux trou de la Sécu. Et oui, on peut dire que cette année, le gouvernement a plombé les comptes de la sécurité sociale. Regardez dans cette infographie l'évolution du budget de la Sécu depuis l'élection d'Emmanuel Macron. En 2018, ça avait plutôt bien commencé avec un déficit à 1,4 milliard d'euros. En 2019, le trou de la Sécu était quasiment résorbé. Et puis cette année, patatras, un déficit de 5,5 milliards d'euros prévu pour 2020. Alors comment expliquer cette situation
situation, eh bien, le mouvement des Gilets jaunes est passé par là. Et oui, les mesures en faveur du pouvoir d'achat vont coûter 2,7 milliards d'euros à la sécurité sociale. Le problème, c'est que l'État ne veut pas compenser ces mesures au budget de la sécurité sociale, alors qu'elles relèvent normalement du budget de l'État. Les sénateurs, dans le débat, vont donc rétablir les compensations de l'État. Et puis, autre point important dans ce débat, le budget de l'hôpital pour 2020. Et là, pour les sénateurs de droite comme de gauche, le compte n'y est pas, tout simplement parce que le gouvernement ne consacre pas assez de moyens à l'hôpital. Écoutez le sénateur socialiste Yves Daudigny. Avec une progression des dépenses pour l'hôpital fixée à 2,1, aucune réponse sérieuse, aucun début de solution ne peut être apporté. Alors, ceci d'autant plus que la ministre a indiqué un plan hôpital qui serait présenté au courant du mois de novembre, après la manifestation de la semaine prochaine, avec des moyens. Alors, on pose la question de l'utilité de débattre dans le PLFSS si, dans le même temps, une autre loi de financement bis ou un PLFSS rectificatif doit être présenté. Il y a un autre point qui va être intéressant dans ce débat du budget de la Sécu, c'est celui sur les retraites, puisque les sénateurs de droite sont favorables à un recul à 64 ans de l'âge légal de départ à la retraite. Notez que dans ce budget, le gouvernement a également prévu un quasi-gel des pensions de retraite supérieures à 2 000 €. Et pour les sénateurs, c'est non. Ils vont donc rétablir une hausse de 1% de ces pensions sur le niveau de la hausse des prix, tout comme les prestations familiales qui avaient été gelées par le gouvernement. Donc le débat s'annonce tendu entre les sénateurs et le gouvernement. Merci beaucoup Alex. Alain Milon, le débat il s'annonce tendu entre sénateurs et gouvernement dans ce texte. Ça a été dit toute la semaine. Probablement, ça a été dit toute la semaine, je crois en effet, mais je voudrais revenir sur ce qui a été présenté. Quand on dit le premier budget de sécurité sociale de M. Macron 2018, déficitaire de moins 1 milliard et des poussières, 800 millions quand même de poussières. C'est pas le PLFSS de M. Macron, c'est quand même le projet de loi de financement de la sécurité sociale, le dernier présenté par M. Hollande et Marisol Touraine, qui avait d'ailleurs été présenté à l'équilibre. Un équilibre à moins 1,8 ou 1,9, c'est pas tout à fait un équilibre. Le premier PLFSS de M. Macron, c'est le 2019. Et c'est vrai qu'il avait été présenté avec un déficit de 200 millions seulement. Quasiment l'équilibre. Sauf qu'au bout du compte, il n'est pas à 200 millions, mais à moins 5,4 milliards de déficit. Et c'est assez considérable et c'est dû aux mesures Gilets jaunes qui ont été décidées par le gouvernement et qui ont d'ailleurs été votées et par l'Assemblée nationale et par le Sénat. Notamment le taux réduit de CSG pour certains retraités et l'exonération des heures supplémentaires. Et donc nous en arrivons à ce 2020 où là il est présenté en déficit de moins 5,1 milliards d'euros, ce qui est un déficit considérable, c'est-à-dire qu'on revient sur des déficits antérieurs à certains PLFSS de la mandature de M. Hollande. Mais ce déficit est dû pour près de 3 milliards à des décisions prises par le gouvernement sur des exonérations, etc. Et pour près de 2 milliards, un peu moins, il ne faut pas retenir les chiffres exactement, qui sont dus à une non-augmentation de la masse salariale. Donc il y a deux sujets importants. Le sujet de la compensation des décisions prises par le gouvernement. Mais vous dites clairement l'État fait payer à la Sécu les mesures Gilets jaunes. C'est la Sécu qui paye. Tout à fait. C'est la Sécu qui paye une partie de ces mesures. Le reste, c'est le budget d'État et la dette, puisqu'en fait, l'ensemble des mesures Gilets jaunes sont payées par la dette. Et donc c'est quand même très inquiétant, surtout pour la sécurité sociale. Est-ce que ça, pour vous, ça met en danger l'indépendance financière de la Sécu, son autonomie ? Oui, complètement. Mais déjà depuis un bon moment. Depuis que l'État a décidé, par exemple, de supprimer les cotisations salariales au bénéfice de la CSG. La CSG étant un impôt, et non pas une contribution sociale, malgré son nom, c'est Bercy qui contrôle. Et donc on voit que progressivement les impôts prennent le dessus sur les cotisations et donc que progressivement la gestion de la sécurité sociale, qui était une gestion paritaire à la suite de la Deuxième Guerre mondiale et du Comité national de la Révolution de la Résistance, et là maintenant on arrive à un système que j'ai appelé il y a 2 ans en arrière d'un terme qui a beaucoup de succès actuellement, c'est une bercisation du système, c'est-à-dire que c'est Bercy qui contrôle progressivement l'ensemble de la sécurité sociale, et c'est quelque chose qui n'est pas dit.
On n'a pas demandé aux Français s'ils étaient d'accord ou pas sur ce système. Je pense que chaque système a ses qualités et ses défauts. Moi, je ne suis pas d'accord pour qu'on supprime le système paritaire tel qu'il avait été fait et par M. Cachin et par le général de Gaulle. Mais pourquoi pas? Mais il va faut demander à ce moment-là aux Françaises et aux Français s'ils sont d'accord. L'autre sujet, c'est l'hôpital, puisque ce budget tombe en pleine crise des hôpitaux. Il y aura une grande manifestation le 14 jeudi. En quoi ce budget n'est pas à la hauteur de la crise? C'est ce que dit l'opposition de droite. Ce budget et les budgets antérieurs ne sont pas à la hauteur de la crise parce que, progressivement, à la suite des ONDAM, les objectifs nationaux de dépenses d'assurance maladie, qui ont été mis du temps de la mandature de M. Hollande à 1,7% et depuis M. Macron à 2,3 ou 2,1 pour cette année d'augmentation des dépenses. On sait que l'augmentation... Alors que la progression serait plus de 4,5. L'augmentation tendancielle est à plus de 4. Plus de 4,5, plus de 4 plutôt. Entre 4 et 4,5. Donc pour vous, il faut augmenter ces dépenses de santé? Il faut et à la fois augmenter les dépenses de santé et à la fois trouver des ressources pour augmenter ces dépenses de santé. Quand on dit qu'une augmentation tendancielle de l'ONDAM est de 4, ça veut dire qu'il faut trouver 8 milliards. Les dépenses étant en moyenne de 200 milliards, 4 d'ONDAM, c'est 8 milliards de dépenses supplémentaires accordées, ce qui est considérable et ce qu'on ne trouve pas d'une année sur l'autre, parce que c'est 8 milliards d'une année sur l'autre. Donc il faut à la fois faire des mesures de restriction ou des mesures d'organisation pour avoir moins de dépenses, en particulier dans tout ce qui est dépenses redondantes ou récurrentes, comme des dépenses d'imagerie médicale ou de biologie. Et puis, dans le même temps, en faisant ces mesures, prendre des ressources nouvelles là où elles se trouvent. Il y a... le gouvernement parle des laboratoires pharmaceutiques, c'est vrai qu'ils font des ressources supplémentaires, mais il n'y a pas que les laboratoires pharmaceutiques. Il y a par exemple les organismes complémentaires d'assurance maladie. Mais le Agnès Buzyn doit annoncer un nouveau plan hôpital dans les semaines à venir. Est-ce que pour vous, ce plan, il doit contenir des mesures financières immédiates? Est-ce qu'il faut par exemple une enveloppe telle qu'elle a été donnée aux Gilets jaunes? Ce serait peut-être insuffisant. L'enveloppe globale des Gilets jaunes, je crois que c'est près de 11 milliards. Pour l'hôpital, ce serait peut-être insuffisant actuellement, puisqu'il manque de personnel, il manque d'investissement, il manque de matériel. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, qu'est-ce qu'elle doit dire Agnès Buzyn dans les prochains jours? Elle l'a dit, là, dans le JDD. Je ne sais pas si vous avez sûrement regardé cette interview très intéressante. Très intéressante parce que les mesures proposées sont intéressantes, et très intéressante parce que les mesures proposées ne font pas partie du PLFSS que nous sommes en train de voter, qui sera donc absolument obsolète dès que Mme Buzyn aura fait ses annonces. Donc la nécessité quand même de dire au gouvernement, et pas à la ministre, puisqu'elle a négocié tout ça avec le gouvernement, mais de dire au gouvernement que quand il fait ce genre d'annonce, qu'il le fasse dans le cadre de son PLFSS et pas en dehors du PLFSS en considérant que le Parlement ne sert à rien. Pour vous, c'est le cas? Là, c'est ce qu'a dit Yves Daudigny, c'est ce que disent tous les parlementaires. On nous fait voter un budget qui sera obsolète. C'est le premier point. Les mesures annoncées par Mme Buzyn dans le cadre des mesures d'hôpital sont extrêmement intéressantes, dont une en particulier. Je vais la prendre parce qu'elle me concerne directement. Il y a 7-8 ans en arrière, avec un sénateur socialiste de Bretagne, monsieur, le nom ne revient pas là, Jacques Quilomène, nous avions proposé la suppression des investissements immobiliers de l'hôpital pris en charge par la santé. Ces investissements immobiliers pour l'éducation nationale, par exemple, l'éducation nationale ne paye pas les investissements immobiliers des écoles maternelles, primaires, des collèges, des lycées ou des universités. Des universités un petit peu. C'est l'État qui prend en charge les villes, les communes, etc. Donc là, c'est la santé et la sécurité sociale qui prend en charge les investissements immobiliers. Et avec Jacques Quilomène, nous avions dit... on fait en sorte que ces investissements immobiliers soient repris en charge par l'État ou par la Caisse des dépôts et consignations qui a largement les moyens, ou par une banque sanitaire d'investissement, ou par l'État lui-même. Et j'ai vu que Bercy n'était pas d'accord. C'est quand même une enveloppe de près de 30 milliards d'euros, ce qui n'est pas mince, je suis bien d'accord. Mais enfin, au moment de la mise en place des différents textes sur la SNCF, des dettes ont été prises en charge par l'État, pourquoi pas au niveau de la santé. Le temps file, Alain Milon, je voudrais vous entendre sur un autre point qui est contenu dans ce PLFSS, c'est la droite sénatoriale qui a adopté un amendement, vous en commission, relevant progressivement l'âge de départ à la retraite à 64 ans. Est-ce que pour vous c'est la seule solution? Non, mais encore une fois... Vous le proposez chaque année finalement? On le propose parce que nous considérons que la mesure
paramétrique est nécessaire pour permettre d'assurer à l'ensemble de nos concitoyens retraités une retraite décente et durable. Donc la mesure paramétrique nous semble nécessaire. Il y a d'autres mesures qui nous semblent nécessaires. Ce que nous constatons, c'est les hésitations du gouvernement, encore dernièrement, entre le ministre chargé de la retraite, M. Delevoye, et le Premier ministre. Il y a eu des désaccords il y a une semaine à peine. Et les désaccords sont de plus en plus importants et de plus en plus nombreux. Or, il est évident qu'il y a urgence à modifier le système de retraite. On voit bien quand on regarde les caisses de retraite, le fonds de solidarité vieillesse, il y a un déficit qui devient considérable, qui est prévisible à 2023 à moins 6,5 milliards, ce qui n'est pas une petite somme, encore une fois. Donc vous dites que le gouvernement ne pourra pas se contenter de sa réforme systémique, il faudra prendre des mesures paramétriques ? Il faudra que le gouvernement mette en place une réforme systémique globale, ce qui ne semble pas être le cas non plus maintenant, et une réforme paramétrique, sinon, dans quelques années, on sera obligé de revenir dessus. Vous pensez qu'il ira au bout sur sa grande réforme des retraites annoncée, cette fameuse réforme systémique ? Je pense que c'est souhaitable, mais je ne suis pas sûr qu'il le puisse. C'est-à-dire pourquoi ? C'est empêché politiquement, empêché par la rue, empêché par le temps. Par le temps ? C'est trop tard ? Il s'est pris trop tard ? Ça me semble être trop tard. Allez, on va changer de sujet. Tous les jours, on se rend dans une rédaction locale. Aujourd'hui, direction Metz. Retrouvez nos partenaires du Républicain Lorrain. Bonjour Philippe Marc. Vous êtes journaliste au Républicain Lorrain. Le Républicain Lorrain qui, dans son édition de ce matin, consacre sa double page d'ouverture au sujet de la biodiversité en ville. Pourquoi ce choix ? Pour plusieurs raisons, en fait. D'abord parce que c'est un sujet particulièrement dans l'air du temps, évidemment, surtout à l'approche des élections municipales où tous les candidats font de l'environnement une priorité dans leur profession de foi. Mais ensuite parce que c'est une thématique qui a toujours intéressé Metz. Il faut rappeler que Metz, c'est la ville de Jean-Marie Pelt, qui est le pionnier de l'écologie urbaine. Et puis enfin, surtout, ce qui a motivé ce dossier, c'est que justement, Metz vient de décrocher le trophée de meilleure grande ville pour la biodiversité. C'est un trophée qui est décerné par des experts du Centre technique national Plantes et Cités et de l'Agence française pour la biodiversité. Alors, la métropole de Lyon a obtenu le titre de capitale de la biodiversité. Qu'est-ce qui fait que Metz a remporté justement ce titre de meilleure ville devant Rennes, Lille, Dijon ou encore Saint-Paul de la Réunion ? Alors, il y a sans doute plusieurs choses qui ont séduit le jury, mais particulièrement le fait que Metz a réalisé une étude très précise qui détaille le rôle des arbres en ville et les services qu'ils rendent. Et de cette étude, il ressort qu'il ne faut par exemple pas planter le même arbre au bord d'une route ou en zone piétonne. L'un devra capter le carbone, alors que l'autre est chargé de réguler la température. Et puis, il y a toutes ces initiatives que Metz a mis en place ou projette. C'est notamment l'envie de créer un parcours fraîcheur, le projet de planter 20 000 nouveaux arbres d'ici à 2030. Alors, l'idée est d'implanter des espèces qui s'adaptent aux modifications climatiques. Et du coup, en Lorraine, on commence à parler de l'arrivée du micocoulier de Provence ou alors des sapins d'Espagne ou du Colorado. Réchauffement climatique obligé. Après, il y a la gestion d'une forêt proche du centre-ville qui a beaucoup plu aussi au jury parce qu'elle joue un rôle de véritable poumon vert. Et puis, il y a plusieurs initiatives qui vont de l'éco-pâturage au jardin partagé, en passant par la renaturation des berges de la Seille, qui est un petit cours d'eau qui traverse le centre-ville. Et tout ça, il y a une formule d'une élue municipale qui résume très bien la situation. Je la cite, elle dit « Ces initiatives ne régleront pas le problème du réchauffement climatique, mais elles font que ces villes restent vivables pour ceux qui y habitent ». Et Philippe Marc, ce dossier sur la biodiversité, on l'a dit, c'est une double page dans votre journal, mais ce n'est pas la une, puisque vous avez privilégié un autre sujet en une, c'est le séisme en Ardèche, qui est à proximité de plusieurs centrales nucléaires. Pourquoi vous avez fait ce choix ? Tout simplement parce que la Lorraine, c'est une terre de nucléaire aussi. On a l'implantation d'une des plus anciennes centrales de France, la centrale de Cattenom, et surtout en Lorraine, on a le projet nationale de la future implantation des déchets, ces fameux déchets du nucléaire dont on ne sait que faire et qui vont être enfouis très prochainement en Lorraine. Donc forcément, c'est un sujet très très concernant chez nous. Merci beaucoup, merci Philippe Marc, Républicain Lorrain, d'avoir été en direct avec nous ce matin. Avant de passer à la revue de presse de votre département, Alain Milon, on parlait d'Agnès Buzyn sur l'hôpital. Agnès Buzyn, elle sera auditionnée cet après-midi par le Sénat, par la commission d'enquête sur l'incendie de l'usine Lubrizol. Agnès Buzyn, elle se veut rassurante sur les conséquences sanitaires de cet incendie. Est-ce que vous y croyez ? Oui.
Oui, je pense que la ministre fait son travail, qu'elle donne à l'ensemble de la population les résultats des analyses qui sont faites par différents laboratoires, différentes agences, et que, a priori, ces analyses sont assez rassurantes. Le problème n'est pas tellement maintenant sur les effets secondaires, parce qu'ils existeront, mais ils seront mineurs très probablement. Le problème est plus, et c'est d'ailleurs la mission de cette mission d'enquête, de savoir comment installer les usines Seveso sur l'ensemble du territoire national. Sachant qu'au départ, elles étaient installées à l'extérieur des villes, mais que c'est les villes qui les ont progressivement rattrapées. Moi, dans ma ville, j'ai 2 usines Seveso. Et c'est vrai qu'au départ, elles étaient installées très loin de la ville et que la ville, progressivement, en s'étendant, elle les a rattrapées. Alors, pour vous, c'est là-dessus qu'il faut que la commission d'enquête devra se pencher. Oui, tout à fait. Savoir comment installer des Seveso et peut-être aussi, comme ça s'est fait chez moi à la Poudrerie Nationale, comment installer des produits dangereux loin les uns des autres. À Sorgues, on a la Poudrerie Nationale, mais certains produits dangereux sont à Sorgues, d'autres qui pourraient être dangereux pour les produits dangereux de Sorgues sont plutôt à Bordeaux ou à Périgueux. Allez, on va rester dans votre département, on va regarder la revue de presse de votre département du Vaucluse avec Alex Poussard qui revient. Alex, on commence avec Vaucluse Matin. Et oui, Vaucluse Matin qui consacre sa une au séisme historique qui a frappé hier les départements de la Drôme et de l'Ardèche. Un séisme de magnitude 5,4, très rare en France métropolitaine. C'est le séisme le plus fort en France depuis ces 16 dernières années. Et Vaucluse Matin consacre une double page, regardez, à cet événement avec un bilan qui est assez lourd. 4 blessés, dont un blessé grave, des dégâts sur une dizaine de bâtiments et une centrale nucléaire à l'arrêt. Regardez ce témoignage du maire de la commune du Teil, où se situe l'épicentre de ce séisme. Selon lui, c'est une catastrophe. Des gens ont tout perdu. L'église du centre-ville est prête à tomber. On voit le ciel depuis l'intérieur. J'étais chez moi quand c'est arrivé. J'ai cru que des bombes tombaient. Et la Provence revient également sur ce séisme ce matin. Et oui, la Provence revient sur le ressenti de la secousse dans le département du Vaucluse et notamment à Avignon. Les pompiers du département du Vaucluse ont ainsi recueilli une 50aine d'appels, notamment dans le nord du département où ce séisme a été ressenti de manière très forte. D'une manière générale, ce séisme historique a été ressenti jusque dans les villes de Clermont-Ferrand et d'Annecy. Merci beaucoup Alex Poussard. Une réaction très rapide peut-être, monsieur le sénateur? Non, une 50aine d'appels sur Avignon. Sorgues est à 5 km d'Avignon, c'est pour ça qu'on l'a fait. Voilà, et vous nous avez dit que vous l'aviez entendu. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Dans 2 minutes, c'est l'heure de l'invité politique. C'est Nicolas Dupont-Aignan, député de l'Essonne, président de Debout la France. Il est avec nous, mais avant de l'entendre, vous allez voir un extrait du documentaire et de son débat qui était diffusé ce week-end sur Public Sénat, un documentaire intitulé Slam sous la Lune. C'est le nom d'atelier sur l'islam organisé dans la ville de Bonneuil-sur-Marne par une association. Et dans le débat, vous allez voir Jérôme Chapuis recevait notamment l'écrivain Tahar Benjeloun et Kaina Baoul, seul imam femme de France. Il est question du voile, un élément qui n'est pas constitutif de l'islam, mais qui prend de la place dans la scène publique. C'est ce que disent les invités. On regarde. C'est pas tellement important dans l'islam, c'est très mais ça semble marginal. important pour ces enfants, c'est ça que je veux dire. Oui, mais parce que c'est un phénomène sociologique et idéologique. Parce qu'à ce moment, c'est une identité. Je mets le voile pour dire je suis musulmane. Il y en a qui disent je suis musulmane et ça passe. Et il y en a qui disent je suis musulmane et je vous emmerde. C'est ça. Il y a 2 façons de porter ce voile. Et c'est pour ça que ça crée des problèmes qui sont des problèmes vraiment fatigants et inutiles. Dans d'autres pays, épuisants. En Hollande, en Angleterre, en Belgique, il y a des femmes voilées, des femmes pas voilées. Même dans la police. C'est pas ça qui est important. L'important, ce sont les actes. Si c'est évidemment une femme non voilée porte une bombe et la pose quelque part, elle est aussi responsable que si elle était voilée. C'est ça le problème. Alors, sans s'étendre sur cette question, moi je voudrais insister sur le fait que pour ces enfants, en tout cas manifestement, le voile, c'est un symbole important. Vous êtes d'accord avec ça? C'est ce que leur renvoie la société. On le voit très bien aujourd'hui avec toutes les polémiques que le voile suscite à chaque fois, chaque année, on le voit chaque été, il y a une polémique autour du voile. Mais ceci dit, il faut dire une chose aussi, c'est que c'est vrai que l'islamisme, le salafisme ces dernières années a
a fait en sorte que cette question du voile devienne un symbole de l'islam, ce qui n'est pas le cas en réalité. Quand on étudie les textes, quand on connaît un peu la culture musulmane, les pays musulmans, et puis même quand on étudie les textes, dans le texte coranique, il n'y a aucun verset qui dit que la femme doit se couvrir les cheveux. Donc c'est une question d'interprétation. Et le voile, malheureusement, ces dernières années, l'offensive a dit autre chose. Malheureusement, l'offensive salafiste et wahhabite ces dernières décennies a tellement culpabiliser la conscience des femmes musulmanes que elles-mêmes, eh bien, elles croient. Moi, je reçois des messages. J'ai reçu le message d'une femme qui me dit en vous écoutant, vous avez changé ma vie parce que enfin, j'arrive à m'habiller en jean et en robe sans me sentir coupable et sans me sentir mécréante. Donc, il faut aussi, je crois, être conscient de cette culpabilisation de la conscience des femmes musulmanes et traiter ça avec douceur, accompagner ça avec douceur aussi, et non pas aller à chaque fois à la confrontation. Notre invité politique ce matin, c'est Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour. Bonjour madame. Vous êtes député de l'Essonne, président de Debout la France, nouvellement réélu d'ailleurs ce week-end. Vous êtes avec nous pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale, représentée ce matin par Stéphane Vernet. Bonjour Stéphane. Bonjour. Vous dirigez le bureau parisien du journal Ouest France. On va commencer, Nicolas Dupont-Aignan, par cette marche qui a eu lieu dimanche. Plus de 10 000 personnes qui ont manifesté à Paris pour dire stop à l'islamophobie. Parmi elles, des politiques et des parlementaires de gauche. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette marche ? C'est une marche qui vise à culpabiliser les Français de défendre leur modèle républicain. C'est une marche d'intimidation. Et c'est une marche qui n'a rien à voir avec la défense des Français musulmans qui pratiquent leur foi dans le respect de la République, et il y en a beaucoup. Et ce qui m'a le plus choqué, et je pense que ce sera une date historique, c'est le soutien de partis dits de gauche qui ont jeté à la poubelle tout l'héritage des Lumières, tout l'héritage de la laïcité, de la République. Et j'imagine, d'ailleurs, j'ai vu hier aux manifestations du 11 novembre des militants de gauche de ma ville qui sont venus me voir et qui m'ont dit « Monsieur Dupont-Aignan, on a mal au cœur aujourd'hui, on va quitter la France insoumise, on va quitter ces partis qui ne représentent plus du tout ce qu'est la vraie gauche ». Il y a un militant de gauche qui m'a dit « Ce n'est plus la vraie gauche, c'est devenu une gauche communautariste qui tombe dans le piège ». Et je voudrais qu'on soit précis. Il y a une fausse peur et il y a eu de vrais attentats. Il y a un vrai danger salafiste en France, un vrai danger de l'islam politique. Et cette manifestation, c'est exactement le raisonnement. Si vous n'êtes pas d'accord avec l'islam politique, si vous ne voulez pas céder à la loi de la charia, alors vous êtes islamophobe. Eh bien, c'est faux. On peut tout à fait respecter les Français musulmans qui pratiquent leur foi. J'en ai dans ma ville. Je les ai vus d'ailleurs hier aux manifestations du 11 novembre. Ça se passe très bien. Il y a des femmes très courageuses qui sont d'origine musulmane, qui refusent justement de porter le voile, cet instrument rétrograde, obscurantiste, qui luttent. Et le rôle de l'État, le rôle de la République, c'est de les aider. C'est pas de céder à des fanatiques. Et donc, moi, je pense que ce qui s'est passé hier est très grave, dimanche, est très grave. Des hommes politiques, par clientélisme électoral, démagogique, se sont fourvoyés. Je les accuse vraiment de munichois. Ce sont des munichois face à ce nouveau fascisme vert. Et je pense que l'enjeu, c'est au contraire de tout faire pour que l'islam de France se plie aux lois de la République, comme les catholiques l'ont fait, comme la religion juive l'a fait sous Napoléon, c'est-à-dire qu'il n'y a d'avenir pour l'islam en France que dans le respect des lois de la République. Et c'est ce que nous proposons à Debout la France. C'est du bon sens absolu. L'islam en France ne se plie pas aux lois de la République ? Non. Je dis qu'il y a plusieurs islams en France, justement. Il y a eu une étude de la Fondation Jean Jaurès, que je vous invite à lire. Fondation Jean Jaurès socialiste, donc on ne peut pas dire que c'est moi. Qui est très claire, qui dit qu'il y a 27% des Français musulmans, c'est une forte minorité, qui estiment que les lois de la République devraient s'adapter à la charia. Et puis il y a une grande majorité des Français musulmans qui n'attendent qu'une chose, c'est que l'État soit ferme sur les lois de la République. Quand vous voyez l'appel qui motive cette manifestation, il faut le lire, qui estime que la loi de 1905 est une loi liberticide. Alors, et M. Mélenchon, enfin ils l'ont dit, quand vous pensez qu'ils ont porté des étoiles jaunes, mais ils sont fous.
Et que M. Mélenchon prête sa crédibilité politique à une telle provocation politique est indigne de sa fonction, parce qu'il alimente une victimisation d'une partie de cette communauté qui ne va pas faciliter les choses. C'est un défi majeur que nous avons devant nous. Et moi, je pense plutôt aux femmes, aux hommes français, musulmans, qui se battent pour les lois de la République. Et ils sont très nombreux, on ne parle rarement d'eux. On ne parle pas de ces avocats, de ces médecins, de ces aides-soignantes, de ces infirmières qui, dans les quartiers, je les connais, veulent que l'État fasse respecter la laïcité et lutte contre les mosquées salafistes qui font pression sur les femmes pour qu'elles se voilent. C'est ça la réalité. Vous avez cité la Fondation Jean Jaurès à l'instant. Il y a une autre étude de la Fondation Jean Jaurès qui est plus récente qui dit que 42% des musulmans de France s'estiment victimes de racisme ou d'actes de ségrégation au cours des 5 dernières années. Oui, est-ce que cette manifestation n'était pas aussi directement liée à cette problématique? Mais non. Je vais vous dire, bien sûr qu'il y a des problématiques, mais qui ne concernent pas les Français musulmans. Pourquoi on raccroche aux religions ? Vous savez, parfois vous êtes antillais, c'est la couleur de la peau, c'est l'origine. C'est la question telle qu'elle a été posée par la Fondation Jean Jaurès. Oui, mais on veut, enfermer les Français dans la religion, dans les religions, alors que la France est un État laïque. Il n'y a qu'une communauté, la communauté nationale. Bien sûr qu'il y a des problèmes, mais là, c'est pas ça. Là, ce sont des gens, il faut voir qui était derrière. Faut voir. Est-ce que vous avez vu la vidéo de cet imam du Bourget qui explique comment on viole sa femme ? Et cet homme était signataire, alors on l'a fait retirer sa signature, parce que ce n'était pas présentable. Mais c'est très grave ce qui se passe. Ça veut dire qu'une petite minorité vous accuse d'islamophobie si vous ne cédez pas à la charia. C'est ça la réalité. Et je dis à la société française, nous avons des valeurs républicaines. Et je vais vous dire ce qui va se passer à partir de maintenant. Vous savez, il y avait déjà un nouveau clivage dans la politique. C'était mondialiste, patriote. Le clivage droite-gauche s'évapore un peu, mais il existe toujours. Eh bien, il y a un nouveau clivage qui va arriver. C'est le clivage républicain, communautariste. Et il y a toute une partie de la gauche qui a déserté. Et moi, j'appelle les électeurs républicains à nous rejoindre, parce que l'enjeu, ça ne va plus être la droite et la gauche. Ça va être le modèle de société. Est-ce qu'on veut des femmes libres ? Ou est-ce qu'on veut des femmes soumises ? Si c'est le nouveau clivage, qui vous mettez dans les Républicains, qui vous mettez dans les communautaristes ? Monsieur Mélenchon s'est extrait du camp républicain ce week-end. Et il y a toute une gauche qui a démissionné. Jean-Luc Mélenchon ? Bien sûr qu'il est devenu communautariste. C'est indigne ce qu'il a fait. C'est la plus grave erreur politique de sa vie. Et ce faisant, il donne du crédit à des islamistes politiques qui n'ont rien à voir, encore une fois, avec l'immense majorité des Français musulmans qui n'aspirent qu'à une chose. Vivre en République. Et d'ailleurs, ils n'ont pas quitté des pays où il y avait des islamistes qui les tuaient pour venir dans une nouvelle République en France islamiste. Il faut quand même arrêter. Alors, vous parlez d'islam politique et de liste communautariste. Aujourd'hui, Bruno Retailleau et Xavier Bertrand sont reçus par le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, pour étudier l'interdiction des listes communautaristes. Est-ce que vous pensez que le risque est réel pour les prochaines municipales ? Et comment on fait ? Eh bien, c'est pas facile. J'avoue que moi, j'y suis plutôt favorable. Leur démarche est bonne ? Mais je vais vous dire, au-delà... Vous êtes favorable à l'interdiction ? Oui, mais attention à la manière dont on le fait. Parce que, en fait, c'est comme le voile. C'est une fièvre. C'est comme la fièvre. C'est un signal. Mais le mal est plus profond. Et je préférerais que Bruno Retailleau et Xavier Bertrand et toute la classe politique, on aille voir le ministre de l'Intérieur pour lui demander pourquoi il ne ferme pas les mosquées salafistes. Je préfère la proposition de loi que j'ai reprise avec le sénateur Masson sur l'interdiction du salafisme, c'est-à-dire du prosélytisme religieux pour un islam politique. Encore une fois, il faut bien dissocier la pratique de la foi musulmane, qui est bien évidemment totalement respectée dans notre pays, et l'islam politique qui se développe. Et moi, j'aimerais qu'on arrête avec ces 120 mosquées salafistes qui prêchent la haine dans notre pays, mosquées qui sont interdites, je vous le rappelle, dans des pays arabes, aux Émirats arabes unis, en Égypte. Donc la question, encore une fois, c'est pas simplement de tuer la fièvre, c'est de traiter la cause. La cause, c'est d'arriver à bâtir un islam de France, et ça fait 20 ans qu'on en parle. Jean-Pierre Chevènement avait voulu essayer, je me souviens au RPR, on y avait réfléchi, c'est-à-dire bâtir un islam politique qui fasse sa mue républicaine, comme les catholiques ont été obligés de le faire. En un mot, l'avenir de la France, si on veut associer, réconcilier les Français, c'est de bâtir cette République laïque, tolérante, mais ferme. Or, aujourd'hui, l'État n'a pas fait son choix. Et c'est ça l'enjeu. Et si se développe ce voile communautariste et rétrograde, obscurantiste, regardez ce magnifique appel de 100 musulmans, femmes et hommes dans Marianne, lisez-le.
Et là, vous verrez ce que le meilleur de l'assimilation peut faire. Moi, je crois en l'assimilation républicaine, je crois en la concorde nationale, à la condition que l'État soit ferme, et ferme ses mosquées, ferme et expulse ces imams qui prêchent la haine dans notre pays. Allez, on a bien compris. Autre sujet, c'est la Turquie qui a annoncé hier qu'elle allait renvoyer 11 djihadistes français dans les prochains jours, dont une majorité de femmes. Est-ce que vous comprenez la position d'Erdogan ? Mais la proposition d'Erdogan est absolument scandaleuse. Erdogan est un homme qui menace l'Europe depuis des années. L'Europe se couche, l'Europe est munichoise. C'est la conséquence, bien évidemment, de la politique étrangère française et américaine dans cette région du monde. J'ai toujours pensé qu'on avait été faible avec la Turquie, eh bien on l'est encore, et il nous renvoie la monnaie de notre pièce. Mais ce qui est incroyable, ce que les Français doivent savoir quand même, c'est qu'on continue à donner des milliards d'euros à la Turquie. Ce qui est quand même incroyable, c'est qu'Erdogan construit une mosquée turque en Alsace et qu'on laisse faire. Ce qui est quand même incroyable, c'est qu'il menace sur le sol français des opposants turcs et qu'on laisse faire. Mais c'est incroyable ce qui se passe, qu'il fait partie de l'OTAN et qu'on a cédé. Enfin, et sur ces djihadistes français, ces djihadistes, il faudra les juger en France, et comme la justice française est profondément laxiste, eh bien, on va avoir des dégâts. C'est terrible. Pourquoi ? Vous pensez qu'ils ne seront pas jugés, mais qu'il n'y aura pas de fermeté ? Ils seront jugés avec des petites peines, comme d'habitude. Et alors que s'ils étaient jugés en Irak ou en Syrie, ça serait terminé. Voilà la réalité. Et dans cette affaire, tout ça est bien triste. Et moi, je demande qu'on ait une autre politique étrangère. C'est-à-dire qu'il faut reprendre des relations diplomatiques avec la Syrie. Il faut à nouveau que la France soit au Moyen-Orient au lieu d'avoir laissé la place à la Russie. Enfin, la France... Mais quand la France avait réintégré... que la justice française n'est pas assez ferme. Parce que je regarde les peines, regardez les procès. Regardez les procès, et vous avez des djihadistes qui vont sortir de prison en 2020, en 2021, 2022. Les peines sont d'une incroyable légèreté. Et moi, vous savez, ça ne me gênerait pas qu'on juge les djihadistes en France, ou leurs familles, si on avait une justice qui les mette à perpétuité. Voilà. Mais pour non. vous, c'est ça, il faut la perpétuité pour ces djihadistes, la perpétuité réelle ? Mais c'est la moindre des choses. Ils ont pris les armes contre la France. Et ils ont tué sur les trottoirs de Paris. Mais il y a une inversion des valeurs dans notre pays incroyable. Incroyable. Qui est-ce qui a tué à Paris ? À défaut, si je vous comprends bien, à défaut de renvoyer ces 11 djihadistes vers la France, vous auriez préféré que la Turquie les envoie vers en Irak, par exemple. Bien sûr, et ils seraient jugés, on serait débarrassés. Allez, autre sujet, c'est ce forum sur la paix, forum de Paris. Aujourd'hui, une trentaine de chefs d'État et de gouvernement qui sont réunis pour défendre le multilatéralisme. Alors Emmanuel Macron est attendu après ses propos controversés sur l'OTAN, qu'il dit en état de mort cérébrale. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? Écoutez, oui, puisque je le dis depuis des années et que j'avais combattu la réintégration dans l'OTAN faite sous Nicolas Sarkozy. On nous avait expliqué à l'époque que c'était formidable, qu'on allait peser. Ah ben, on a vu comme on a pesé. Les États-Unis nous ont traités comme des chiens là-bas. C'est un fiasco intégral. Vraiment, on a vu ce qu'on pesait. Le général de Gaulle avait eu la vision incroyable, 50 ans avant, d'un monde multipolaire. La France a une carte à jouer avec ses partenaires européens dans ce monde multipolaire. Il faut le construire. Et moi, je prends au mot Emmanuel Macron, sortons de l'OTAN. Bâtissons l'amorce d'une politique européenne de la défense. Était adapté à la guerre froide et n'est plus du tout adapté au contexte. Mais bien évidemment, actuel, mais on le sait depuis 15 ans. Il n'y a pas besoin d'être un sphinx. Mais le paradoxe d'Emmanuel Macron, c'est qu'il le découvre maintenant, mais que tous ces actes ont été des actes de faiblesse. La conversion récente peut toujours être positive. Moi, je ne vais pas lui dire qu'il a tort. Il pose un diagnostic lucide. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? L'OTAN ne va pas disparaître. Ce serait absurde d'un coup. Il faut créer des partenariats militaires de coopération intergouvernementale où la France garde la maîtrise de ses décisions, notamment en matière d'armement. Et on en est loin quand on voit les Polonais qui, avec les crédits européens, achètent du matériel américain, quand on voit les Allemands qui passent des accords avec les États-Unis. En un mot, il faut mettre nos partenaires européens au pied du mur. C'est à nous de nous défendre, l'Europe. D'ailleurs, les Américains, au fond, le savent bien aussi. Et ils voudraient qu'on partage le fardeau, mais ils voudraient garder les décisions. Il faut dire à nos amis américains, on veut bien partager le fardeau, mais nous devons décider par nous-mêmes. C'est le gaullisme. Et voilà pourquoi je suis gaulliste.
Allez, on va passer à un autre sujet, Nicolas Dupont-Aignan. C'est le Sénat qui débute aujourd'hui l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale en pleine crise des hôpitaux. Une grande manifestation aura lieu jeudi. Est-ce que le gouvernement, selon vous, doit débloquer une enveloppe financière immédiate pour les hôpitaux comme il a fait pour les Gilets jaunes? Mais bien évidemment, mais le problème des hôpitaux en France, c'est que depuis des années, on réduit les crédits hospitaliers sans voir que la population vieillit. Et de surcroît, on accepte une immigration qui coûte une fortune sans contrainte. Il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour comprendre que vieillissement de la population, plus augmentation d'immigration considérable, entraîne surcoût hospitalier. Ajoutez à cela la disparition de la médecine de ville avec la mise en retraite de beaucoup de médecins et un changement des mœurs médicales qui font que les médecins se rendent moins au domicile des gens, eh bien, il n'y a pas besoin de comprendre que au même moment, réduire les crédits de l'hôpital, c'est tuer l'hôpital public. Et pendant la présidentielle, devant la Mutualité française, j'avais proposé que l'objectif d'Ondam, c'est un peu technique, vous savez, la croissance des dépenses de santé, qui était fixée à 2,1 sous Hollande, qui est passé à 2,3% sous Macron, remonte à 2,5, 2,7, qui est la moindre des choses, parce que compte tenu du surcoût des hôpitaux, de l'afflux de population, et puis parallèlement, il faut oser supprimer les gaspillages d'immigration, de santé qui se passent dans notre pays. Ce sont 10 milliards d'euros, les fausses cartes vitales. Vous avez des sénateurs courageux, des sénatrices courageuses, qui ont bien montré que ce sont des milliards qui sont perdus. Alors on nous parle de 5 milliards de déficit de la sécurité sociale. Sur ces 5 milliards, l'État est responsable d'une grande partie, 2,3 milliards. Et le reste, vous savez, il suffit de mettre fin au tourisme médical des migrants et le budget est équilibré. Donc on arrête de nous dire qu'il n'y a pas d'argent pour l'hôpital. Il y a des gaspillages considérables d'un côté et ce sont les Français et les étrangers respectueux de nos lois en situation régulière qui payent ce tourisme médical scandaleux. Vous mettez sur le même plan le vieillissement de la population et l'immigration. Les deux sources de dépenses. Vous dites que ça coûte une fortune. Combien ? Alors, si on arrive à le savoir, Madame sénatrice centriste, Madame Goulet... On n'est pas du tout dans les mêmes ordres de grandeur, en réalité, entre le vieillissement de la population et les problématiques du vieillissement de la population. Sur le coût de l'immigration, les chiffres, Madame Boyer, députée républicain, a fait un rapport, elle estime à 25 milliards. Madame sénatrice centriste parle de 10 milliards sur les cartes vitales. On ne sait même pas. Ce qui est sûr, c'est que ça se chiffre en milliards d'euros. Et qu'il est temps de mettre fin à cela. On pourrait d'ailleurs utiliser une partie de cet argent pour aider l'Afrique et faire des partenariats d'aide au développement en matière de santé. Moi, je ne suis pas du tout pour laisser mourir les gens. Je suis pour que... Il est complètement absurde de laisser un continent se déplacer vers un autre parce qu'on n'est pas capable de développer l'Afrique. Et donc, je crois qu'il y a un grand ménage à faire dans les crédits. Il faut renforcer le budget hospitalier. Il faut soigner les gens qui le méritent, bien évidemment, et pas laisser mourir des gens. Et il faut revoir tout le fonctionnement de l'hôpital public. Mais ce n'est pas possible... Est-ce qu'il faut que l'État reprenne la dette des hôpitaux? Mais bien évidemment, il y a, Monsieur Millon, tout à l'heure, l'a très bien dit sur votre antenne, les lycées sont construits par les régions et pas par le budget de l'éducation nationale. Donc l'État doit reprendre la dette. Bercy a fermé la porte à cette idée ce week-end. Bercy ne comprend pas qu'on est en train de détruire l'hôpital public. Il y a une masse de compétences des médecins qui sont en train de fuir, de partir à l'étranger, au Canada, aux États-Unis. Il y a un savoir exceptionnel à l'hôpital français. On a un hôpital français qui était l'un des meilleurs, qui tente de rester l'un des meilleurs, mais qui est dans un étouffement incroyable. Donc il faut aider nos hospitaliers. Il faut aider nos hospitaliers. Il faut reconstruire la médecine de ville. Il faut arrêter les gaspillages migratoires. On a bien et compris, il faut Nicolas donner de l'argent minimum. On a compris juste sur la réforme des retraites, puisque le Sénat va parler de la réforme des retraites pendant cet examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Il y a un amendement de la commission des affaires sociales, d'Alain Milon, dont vous parlez, qui dit qu'il faut repousser l'âge de départ à la retraite à 64 ans. Pour vous, c'est la bonne solution? Non. Le système des retraites, je vous le dis, je vous le redis, est équilibré depuis la réforme Touraine. On veut culpabiliser les Français et les retraités. C'est pas vrai. Le système est équilibré. Je vous renvoie au rapport du COR, Comité d'orientation des retraites, qui est très précis. Donc il faut arrêter de faire peur aux Français. On a un système équilibré. Et avec les solutions que nous proposons à Debout la France pour le Made in France, relocaliser des emplois, on peut avoir un système excédentaire. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que l'enjeu, les réformes déjà votées ont été très dures pour nos retraités. Tout le monde oublie la réforme Fillon et la réforme Touraine. Le système est équilibré, même avec une croissance faible. Le rapport de corps est très précis. Donc on n'a pas besoin... Du coup, vous appelez à manifester pour le 5 décembre. Alors, j'appelle, oui, je souhaite que tous les Français réalisent que la réforme des retraites du gouvernement va être tragique pour les retraités. Tragique. En revanche, je ne souhaite pas la paralysie du pays et je ne voudrais pas que... Du coup, vous vous positionnez comment ? Je pense que le 5, ça doit être une journée France arrêtée pour que le gouvernement entende... Vous êtes contre la paralysie du pays ? Non, mais pour une journée, c'est possible. Ce que je ne voudrais pas, on a encore le droit d'alerter l'opinion. Mais ce que je ne voudrais pas, c'est que les transports soient bloqués. Je propose une autre façon de faire grève, qui est la grève de la gratuité, c'est-à-dire de faire une modification législative pour que les syndicats puissent laisser ouverts tous les transports gratuits. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est puni par la loi et qu'ils risquent de très fortes amendes, les salariés de la SNCF qui feraient ça, de manière à ce qu'on puisse concilier droit de grève et circulation des usagers. Mais je vous dis une chose, c'est que la réforme des retraites sera le tombeau d'Emmanuel Macron. Parce que cette réforme est injuste, gravissime, et ferait une baisse des retraites. Et le 19 novembre, je présenterai les propositions alternatives pour plus de justice de Debout la France, pour garder les 25 meilleures années qui servent de calcul des retraites pour les salariés du privé. Car le système à points, et ceux qui m'écoutent doivent vraiment comprendre que le système à points va faire que le calcul de leur retraite va être fait sur leurs 43 années. Or, il y a des périodes de chômage, de maternité. Ça veut dire que la retraite va baisser de 10 à 20%. C'est considérable. Donc, et c'est la fin de la répartition. C'est-à-dire, c'est le début de la capitalisation et de l'injustice. Donc, le 5 décembre, il faut qu'il y ait la mobilisation la plus large possible pour que le gouvernement comprenne que les Français ne vont pas se faire tuer par des mesures iniques. Et il faut que nous, hommes politiques, on propose autre chose. Allez, un dernier mot, Nicolas Dupont-Aignan, il nous reste 30 secondes. Les municipales, est-ce que vous serez candidat ? Dans ma ville, je ne sais pas encore. Il y a un très bon maire qui m'a succédé, mais l'enjeu n'est pas là. L'enjeu... Vous ne savez pas encore, ça veut dire que vous pourriez être candidat. Tête de liste ? Non, mais moi, je ne vais pas être tête de liste. Je suis député et j'ai mais éventuellement sur la liste du maire qui vous a succédé. Bien sûr, ce n'est pas la question. La question, ce n'est pas ça. La question, je ne crois pas au scrutin national politique ou municipal. Heureusement, on choisit un bon maire. Ça veut dire que vous n'aurez pas de liste Debout la France ? Mais si, il y a plein de... Il y a des centaines de Debout la France qui sont candidats, mais ils ne sont pas candidats Debout la France. Ils sont candidats d'intérêt local. Mais parce que... Mettons la politique hors des municipales. J'ai été maire 22 ans, j'ai jamais pris ma décision avec un drapeau. J'ai pris ma décision dans l'intérêt de ma ville. Et c'est peut-être pour ça que j'ai été réélu à 80%. Je veux dire, l'enjeu n'est pas là. On n'affiche pas ses couleurs. Mais on connaît les couleurs des candidats. Il ne faut pas les dissimuler, il ne faut pas les cacher. Mais on a une équipe on les met pas en avant. Au service d'une ville, d'une commune, d'un territoire. Et heureusement, le trottoir, il n'est pas de gauche ou de droite. Le trottoir, il appartient aux habitants de la ville, point. Merci. C'est tout con, mais c'est comme ça. Merci Nicolas Dupont-Aignan d'avoir été avec nous ce matin. Merci Stéphane Vernet. Demain, à votre place, Nicolas Dupont-Aignan, ce sera Amélie Montchalin, la secrétaire d'État chargée des affaires européennes. Et tout de suite, c'est l'heure du Club des territoires. La Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous présente le Club des territoires. Engie, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous présente le Club des territoires. La presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous présentent le Club des territoires. Le Club des territoires en partenariat avec la presse quotidienne régionale, les télévisions locales et les Indes radios. Aujourd'hui avec la bande, nous parlerons de la question de la laïcité. Nous reviendrons sur cette marche contre l'islamophobie et sur l'interdiction des listes communautaristes. Christophe Castaner reçoit aujourd'hui Bruno Retailleau et Xavier Bertrand pour en parler. On parlera également du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Il arrive cet après-midi dans l'hémicycle du Sénat en pleine crise des hôpitaux et avec la réforme des retraites qui accentue les tensions. Mais d'abord, c'est l'heure de notre reportage en région. Elle est à votre rencontre parce que l'actualité, ça se passe chez vous et justement toute la semaine, nous allons nous intéresser à ces questions de santé. Nous serons en Moselle, à Metz et dans ses environs. Regardez le programme de ce qui vous attend, c'est avec Béatrice Finzan.
Cette semaine, on vous emmène en Moselle, du côté de Metz et de ses alentours. Alors quand on parle de santé, on pense souvent aux médecins, aux patients, mais on oublie les proches. On les appelle les aidants, ils sont entre 8 et 11 millions en France. C'est le cas de Denise qui nous accueillera chez elle. Elle s'occupe de son mari René, atteint de la maladie de Parkinson. Nous verrons à quelles difficultés elle est confrontée et qu'est-ce qu'il existe sur le territoire pour la soulager. Une autre structure qui a besoin d'être fortement soulagée, ce sont les urgences, direction l'hôpital de Metz-Thionville, dans le quotidien des personnels de santé. On va suivre le chef du service des urgences qui va nous expliquer toute la problématique, défaut d'attractivité, difficultés pour recruter et épuisement du personnel. L'hôpital public va mal, nous tenterons de comprendre pourquoi. Enfin, pour désengorger les urgences, il existe en Moselle une structure qui regroupe les acteurs de la santé. Elle s'appelle la Communauté professionnelle territoriale de santé. Nous allons vous expliquer comment elle fonctionne. Voilà, et ces reportages seront donc à suivre toute la semaine à cette heure-ci dans Bonjour chez vous. On va commencer ce club puisque toute la semaine au Sénat, il sera question de santé comme dans nos reportages. Les sénateurs examinent le projet de loi de financement de la sécurité sociale, des débats qui prendront une tournure politique en pleine crise des hôpitaux. Et les sénateurs comptent bien ajouter un autre dossier dans la discussion, celui de la réforme des retraites. Avant d'en parler avec le club, Samia Dechir nous explique ce que contient ce projet de loi. C'est un budget du pouvoir d'achat que prévoit le gouvernement pour la sécurité sociale en 2020. Le PLFSS, projet de loi de financement de la sécurité sociale, prévoit l'annulation de la hausse de la CSG pour les petites retraites, l'exonération de cotisation de la prime exceptionnelle versée par les entreprises en fin d'année et la suppression de cotisations salariales sur les heures supplémentaires. Un pack de mesures censé répondre à la crise des Gilets jaunes. Le PLFSS s'inscrit en écho, en résonance avec la politique du gouvernement, qui consiste à redonner du pouvoir d'achat aux Français tout en valorisant le travail et en encourageant les initiatives. C'est ce qui nous a amené, notamment après le grand débat, à réindexer les pensions de moins de 2 000 € par mois sur l'inflation pour 12 millions de retraités, c'est-à-dire 77% des retraités de notre pays. Ce qui démontre que nous avons su entendre les attentes des Français en matière de justice sociale et de protection des plus fragiles. En 2020, la prime exceptionnelle, entièrement désocialisée et défiscalisée, sera reconduite. Le problème pour les sénateurs, c'est que l'État finance ces mesures en creusant le trou de la sécurité sociale. Alors qu'il était presque à l'équilibre en 2018, le budget sera déficitaire de 5 milliards d'euros l'an prochain. Un déséquilibre dû à une perte de recettes de 3,7 milliards d'euros, dont 2,7 milliards s'expliquent par les mesures post-gilets jaunes. Une perte de cotisation sociale non compensée par l'État, dénonce la gauche comme la droite. Les sénateurs accusent le gouvernement de menacer le modèle de notre sécurité sociale financée par les cotisations. Le danger de tout cela, c'est que progressivement, c'est un système financé par l'impôt, donc un système du type anglo-saxon, le safety care. Et ce système anglo-saxon, s'il est mis en place complètement, un jour, vous serez remboursé en fonction de vos moyens. Autre désaccord entre le gouvernement et les sénateurs de tous bords, l'insuffisance des moyens. L'an prochain, le secteur de la santé devrait économiser 4 milliards d'euros, dont 800 millions d'euros pour l'hôpital, déjà à bout de souffle. Voilà, on va commencer le débat de ce club. Bonjour Nathalie Moret, bonjour messieurs. Bonjour Pierre Dumazo et le retour d'Alex Poussard. Nathalie, on a vu ce texte comme ça, il peut apparaître technique, déjà rien que le nom PLFSS. Et pourtant, est-ce que la droite sénatoriale ne va pas s'en emparer pour en faire une arme politique? Alors le PLFSS, on dit toujours que c'est technique, mais en fait c'est le projet de loi de finances de la sécurité sociale et c'est tout ce qui est social à l'intérieur. Donc en fait, c'est exactement ce qui parle aux gens. Déjà, première chose, c'est technique, mais ça parle aux gens et ça parle de leur vie quotidienne. Et ensuite, oui, au Sénat, qui n'est pas de majorité marcheuse, effectivement, ça va être, le marchepied pour l'opposition, Bruno Retailleau notamment, pour montrer à quel point le gouvernement fait mal son travail. Donc on va entendre parler des mesures gilets jaunes, certes, mais on va aussi beaucoup entendre de la réforme des retraites, qui n'est a priori assez loin du PLFSS. Mais ça va être effectivement une grande tribune pour l'opposition pour s'opposer au travail gouvernemental. Sur ces mesures, gilets jaunes, c'est vrai que c'est un des principaux angles d'attaque de la droite sénatoriale. Est-ce que la droite sénatoriale a raison de dire que c'est la Sécu qui paye la facture de la crise des gilets jaunes ?
La droite sénatoriale, je pense qu'elle fait son travail, mais elle fait de la politique surtout. Le problème, c'est que les Gilets jaunes, il fallait leur donner une réponse à cette crise, et cette crise n'est pas éteinte d'ailleurs. Donc je pense que de toute manière, les hommes et les femmes politiques de ce pays sont dans une situation extrêmement compliquée, sur la défensive. Et je vois pas très bien comment eh bien, ils pourront revenir, si vous voulez, sur les mesures qui ont été décrétées par les Gilets jaunes. Encore une fois, les Gilets jaunes, c'est pas le produit et c'est pas les enfants de Macron ou de la politique de Macron, c'est une crise. C'est pas forcément les mesures, ce qui contexte, c'est que ça soit la Sécu qui paye. Oui, mais enfin, vous voulez payer avec quoi? Il n'y a pas d'excédent budgétaire, on est dans une situation de déficit. Avec quoi on finance tout ça? On finance tout ça avec des taux d'intérêt qui sont quasiment nuls. Et la politique actuellement qui est menée par Emmanuel Macron, il a beaucoup de chance de ce point de vue, eh ben, elle est financée par la nullité des taux d'intérêt. Ce qu'il faut voir, je crois qu'au-delà du financement de la sécurité sociale, c'est comment on va réparer les hôpitaux. C'est surtout ça qui est à l'ordre du jour. Et si la droite ne fait pas son travail de proposition sur la réorganisation de la médecine de ville, sur le désengorgement des urgences, sur probablement aussi des abus qui doivent être dénoncés par la couverture par la sécurité sociale et qui sont couverts par la sécurité sociale, eh ben elle n'aura rien fait. Après, c'est des discussions de boutiquiers et qui passent très au-dessus des Français. Donc pour certaines d'entre elles, ces décisions. Donc il faut surtout que la droite soit constructive et apporte, je dirais, des solutions à la crise que connaît le système de santé français. Justement, ce budget, il intervient en pleine crise des hôpitaux, grande manifestation jeudi. Est-ce que la crise des hôpitaux peut se transformer en crise politique pour le gouvernement? Je pense c'est déjà le cas. En fait, la crise quand même des hôpitaux, la grève des urgences, ça fait quand même à peu près 5-6 mois que c'est acté. On a Agnès Buzyn qui a annoncé en tout cas un premier effort financier qui n'est manifestement pas suffisant. Elle est sortie de son silence un peu tard. Donc c'est une crise politique. Et pour en revenir effectivement à la droite sénatoriale, elle aurait tort de ne pas s'emparer de ce sujet. Mais elle est très bonne pour dénoncer et il faudrait qu'elle soit tout aussi bonne, comme le disait si justement Yves, pour proposer et pour montrer un visage un petit peu moderne et dynamique. Donc oui, c'est une crise politique. Je pense que l'opposition s'en emparera, mais après, est-ce qu'elle saura proposer et dépasser le simple stade de la critique ? Là, ça va être un peu plus compliqué. Nathalie Moret, sur cette crise des hôpitaux. Et on voit bien de toute façon que la droite prend tout ce qu'elle peut pour essayer de s'opposer au gouvernement. Et cette crise des hôpitaux, dont je rappelle qu'il y a une manifestation qui, je pense, va être très très importante jeudi, c'est quelque chose qui est hyper concernant pour les gens. Tout le monde, de près ou de loin, a eu quelqu'un qui a eu affaire à l'hôpital et a pu constater la désorganisation des services de l'hôpital. Donc effectivement, c'est un gros caillou dans la chaussure qu'Agnès Buzyn, je trouve, gère plutôt bien. Je la trouve que quand elle est au banc à l'Assemblée ou au Sénat, c'est quelqu'un qui sait de quoi elle parle puisqu'elle est médecin. Mais on voit bien que c'est pas elle qui derrière peut tout faire. Et puis surtout, l'hôpital, il ne va pas mettre 3 mois, 6 mois ou 1 an à se réformer. Le numerus clausus, il est débloqué, mais on aura les résultats dans 10 ans. Donc c'est une réforme au long cours. Et c'est toute la difficulté du gouvernement qui, même si les réformes qu'il prend vont dans le bon sens, après, tout le monde s'accorde à dire qu'elles vont dans le bon sens. Le seul problème, c'est de savoir si elles vont assez loin. Mais les réformes qu'a pris le gouvernement vont payer d'ici 4-5 ans. Et c'est toute la difficulté devant laquelle on se trouve. Oui, puis il y a une question, à mon avis, plus générale, c'est quelle médecine on veut. C'est-à-dire bien au-delà des urgences. Il y a des zones où il n'y a plus du tout de médecins. Beaucoup de médecins de ville dénoncent la supériorité des ARS, autorités régionales de santé. Est-ce qu'on veut une médecine plus libérale ou plus étatique? C'est ça. Et effectivement, ça se reconstruit pas en 3 mois, même ni, à mon sens, en 1 ou en 2 quinquennats. C'est sur le très long terme. Dans ce budget de la Sécu, il y a aussi un autre point qui est à observer, c'est le quasi-gel de certaines prestations sociales, notamment les allocations familiales, notamment certaines prestations comme les APL. Donc c'est intéressant d'observer un budget dit du pouvoir d'achat après la crise des Gilets jaunes, mais certaines prestations sociales vont être gelées par le gouvernement. Et là, les sénateurs de droite vont également attaquer en annulant ces gels
décidée par le gouvernement. Il y a un autre point que les sénateurs de droite ont rajouté, c'est la réforme des retraites, puisqu'il y a eu un amendement en commission pour décaler, pour repousser encore l'âge de départ à la retraite à 64 ans. C'est quoi? C'est politique en pleine réforme? Oui, enfin ça, il ne faut pas œuvre de beaucoup d'imagination. De toute manière, soit on fait une réforme systémique, soit on fait une réforme paramétrique. Et la réforme paramétrique, c'est ce qui a toujours été fait, c'est ce qu'a fait la droite. D'ailleurs, à chaque fois, avec recul de l'âge de départ à la retraite, je pense que c'est probablement ce qu'aurait dû faire Emmanuel Macron. Il a voulu se démarquer de François Fillon pendant la campagne électorale, qui avait prévu cette réforme paramétrique. Il a essayé de présenter quelque chose qui va probablement se transformer en une usine à gaz, qui va remplacer une autre usine à gaz. Et pour aller jusqu'au bout, selon vous? Mais sur le papier, sa réforme était très très ambitieuse et très intelligente. Et c'est vrai que structurellement, il faut revoir le système des retraites en France pour qu'il soit plus juste, plus égalitaire aussi, parce qu'il y a beaucoup d'inégalités. Néanmoins, ça va prendre beaucoup de temps et je ne suis pas certain que nous autres et lui-même serons encore là pour voir les effets de cette réforme, puisque ces effets seront après 2050. Je ne sais pas si vous imaginez, mais ce n'est pas pour tout de suite. Donc ce qui risque de se passer, c'est qu'on ne sait pas faire en France des réformes qui sont des réformes à la fois à long terme et à court terme. La réforme à long terme, c'est une réforme structurelle. Une réforme à court terme, c'est comme pour les hôpitaux d'ailleurs, c'est une réforme où il faut, même si le régime n'est pas en déficit complet, eh bien, il faut essayer de parer au plus pressé. Et là, avec des résistances qui vont être fortes. Et c'est vrai que on parle beaucoup de la crise des Gilets jaunes, on se demande si elle va revenir, mais est-ce que la réforme des retraites ne va pas être justement le levier d'un retour à une crise sociale en France qui risque d'être forte, parce qu'elle va réunir, elle pourrait coaguler autour d'un même sujet des Français très différents. Nathalie Morel. Bah oui, c'est le risque. D'ailleurs, on a vu lors de leur assemblée générale, les Gilets jaunes fin octobre ont appelé justement pour la première fois à cette grande convergence. Eux qui voulaient se tenir pour l'instant hyper loin de tout ce qui était syndical ou politique, ont appelé à la convergence avec les syndicats. Et effectivement, et vous avez tout à fait raison, c'est le grand risque. Est-ce que le 5 décembre, il va y avoir simplement les gens qui vont manifester pour la réforme des retraites, contre la réforme des retraites et la suppression des régimes spéciaux, ou est-ce qu'il va y avoir une grande coagulation de tous les mécontentements avec l'hôpital, les EHPAD, les gilets jaunes, les réformes des retraites et les avocats. Et les avocats. Et tout ça. Mais on suivra tout ça. Allez, comme tous les jours, on va se rendre dans une rédaction locale. Aujourd'hui, direction Reims, nous trouver nos partenaires de l'Union Lardonnais. Bonjour Grégoire Amir Tamaseb. Vous êtes responsable des contenus régionaux de l'Union Lardonnais. Et aujourd'hui, vous publiez en exclusivité dans votre cahier économique les résultats 2018-2019 du groupe Vivesia. C'est un groupe agricole céréalier. Est-ce que vous pouvez déjà nous en dire plus sur ce groupe? Ce groupe agricole, en effet, céréalier, c'est une dimension internationale puisqu'il travaille dans 24 pays, c'est plus de 3 milliards de chiffres d'affaires et il appartient, sa spécificité, à 11 000 agriculteurs du nord-est de la France. Concrètement, c'est composé en deux entités, une entité coopérative agricole et une entité de transformation. De façon concrète pour le grand public, on va dire, c'est par exemple la marque Francine de farine qui est dans plus d'un foyer sur 3, c'est aussi un croissant sur 10 en Europe, qui est fabriqué par le groupe, une bière sur 10 dans le monde qui est produite par le malt du groupe en fait. Alors vous publiez les résultats aujourd'hui, comment se porte ce groupe? Pas très bien. L'exercice 2018-2019 n'a pas été bon puisque le groupe perd 85,3 millions d'euros, là où l'année dernière il en avait gagné 18 millions. En fait, la raison principale, c'est le pôle, ce qui est appelé BVP dans le jargon des industriels, c'est boulangerie, viennoiserie et pâtisserie qui plombent les comptes. Alors les raisons, c'est l'augmentation des prix des matières premières comme le beurre, il y a également l'augmentation des prix des emballages et de l'énergie. Et comme le groupe, comme je le disais tout à l'heure, est présent dans 24 pays, il y a également une évolution assez défavorable de ce qu'on appelle la parité monétaire. Et puis s'ajoute à ça quelque chose d'annexe, mais qui a quand même pesé dans l'exercice 2018-2019 à hauteur de un peu plus de 25 millions d'euros. C'est une procédure judiciaire dans laquelle Grand Moulin de Paris, qui appartient à Vivesia, qui a été condamné comme d'autres meuniers en fait, pour entente illicite sur de la farine en sachet sur une période qui va quand même de 1965 à 2012. Donc derrière, évidemment, ça impacte dans les comptes de résultats. Alors quelles peuvent être les conséquences de ces résultats négatifs? En fait, concrètement, ça va accélérer la mutation qui a déjà été engagée pour la partie coopérative agricole du groupe, avec une réduction du nombre de silos et du nombre de magasins.
C'est 126 postes, en tout cas en équivalent temps plein, sur 1200 qui vont être supprimés sur 3 ans. C'est près de la moitié des sites de collecte et de distribution, soit 219 en fait sur 510 qui vont disparaître. Et ce qu'il faut quand même noter, c'est que malgré ces résultats qui sont négatifs, il y a un certain nombre de points positifs pour l'entreprise, puisque malgré l'amende, les grands moulins de Paris se portent très bien. Et puis tout ce qui est malterie donc, est également en forme, puisqu'on enregistre une hausse des volumes de 4%, des prix en progression, une augmentation des parts de marché, alors que pourtant, dans le même temps, la consommation mondiale de bière se tasse en volume. Donc pour le secteur, en tout cas, voilà, des résultats qui vont être commentés. Merci beaucoup Grégoire Hamid-Tamasseb. On va voir la une de votre journal. On a parlé du cahier économique, mais la une de l'Union, c'est le 501e paré pour le Liban. Avant leur déploiement au Liban, les soldats du 501e régiment de chars de combat de Mourmelon-le-Grand ont participé à un exercice d'envergure en Allemagne. Et c'est donc à la une de l'Union ce matin. Merci beaucoup. On va passer à l'autre sujet de ce club, c'est cette marche qui a eu lieu dimanche. Plus de 10 000 personnes qui ont manifesté à Paris pour dire stop à l'islamophobie. Une marche contestée et qui a provoqué de nombreuses réactions politiques. Et sur Twitter, on va le voir avec vous Alex. Et Alex, ce qui a beaucoup suscité l'indignation, eh bien, c'est le port d'une étoile jaune par certains manifestants. Et oui, Oriane, et tout est parti d'une photo relayée sur les réseaux sociaux, notamment par la sénatrice écologiste de Paris, Esther Benbassa, une photo sur laquelle elle pose avec un groupe de manifestants qui portent une étoile jaune en autocollant, avec notamment une petite fille qui porte cette étoile jaune, une étoile qui fait référence étrangement à celle que portaient les Juifs en France pendant la Seconde Guerre mondiale. Et cette photo a évidemment suscité l'indignation sur les réseaux sociaux et notamment l'indignation de la classe politique. Regardez ce tweet du sénateur socialiste David Assouline. Cette photo avec une petite à qui on a collé une étoile jaune. Je cherche les mots pour dire mon écœurement. Pathétique, indigne, obscène, c'est ça. Obscène. Et du côté de La République En Marche, on en profite aussi pour condamner ce dérapage avec ce tweet de la députée Aurore Berger plein d'ironie, une certaine vision de l'unité républicaine. Elle répondait à Jean-Luc Mélenchon qui saluait l'esprit républicain de cette marche contre l'islamophobie. Et finalement, les seuls politiques à défendre Esther Benbassa, eh bien, ce sont ses collègues d'Europe Écologie Les Verts avec leur secrétaire national David Corman. Regardez son tweet. Tout mon soutien fraternel à Esther Benbassa dont j'admire l'intelligence inclusive et l'engagement constant contre toutes les injustices. Infatigable combattante qui refuse de choisir un camp dans le champ de bataille que veulent imposer les obscurantistes de tous bords. Et puis écoutez, au final, la défense de l'intéressée, la sénatrice Esther Benbassa, elle était chez nos confrères de France Info. Ne regrettez pas. Écoutez, je déplore que cette photo ait été interprétée de cette façon-là. D'accord ? Moi, je ne l'ai pas vu, cet autocollant, et que des personnes aient été choquées, je peux comprendre. En tout cas, moi, je dirais que moi, j'interprète cet autocollant comme un hommage aux Juifs qui ont souffert, parce que la déportation, c'est après l'étoile, n'est-ce pas? Et cet hommage qui est rendu aux Juifs qui ont souffert en se disant, voilà un cri d'alarme, attention, ce qui est arrivé aux Juifs, ça peut nous arriver aussi. Moi, j'ai lu ça de cette façon-là. Ce n'est pas la même époque, ce ne sont pas les mêmes conditions. L'État n'est pas raciste, l'État français aujourd'hui. Donc, la comparaison est limitée. Voilà, une comparaison limitée. On peut dire qu'Esther Benbassa a un certain sens de l'euphémisme. Merci beaucoup Alex. Pierre Dumazoquet, vous pensez de cette polémique et de la défense d'Esther Benbassa qu'on entend à l'instant? Chacun jugera des mots d'Esther Benbassa. Comment dire, je sais pas quoi vous dire, à part que c'est indigne, à part que comparer l'étoile jaune et avec des slogans. Alors certes, il y en a qui manifestaient dans la bonne foi, etc. Ça, je ne le nie pas. Et il y a énormément de problèmes. Mais dire comment les Juifs hier, les musulmans aujourd'hui, dans une époque où tout se vaut, dans un espèce de relativisme odieux de cette époque, moi j'ai pas trop de mots. Je veux dire, c'est à gerber, franchement. Quand on connaît cette histoire, quand on connaît toutes ces souffrances, moi ce qui me gêne, c'est vraiment cette espèce de relativisme et comparaison n'est pas raison et parfois c'est juste abject, quoi. Yves Tréhard, vous êtes d'accord?
Oui, bah, évidemment. Alors que Esther Benbassa l'ait pas vue, c'est possible, hein, quand on la connaît. Si vous voulez, le problème, c'est que il n'y a pas de discrimination d'État aujourd'hui vis-à-vis des musulmans. Il y avait une discrimination d'État dans les années 30 et 40. La deuxième chose, c'est que les Juifs n'avaient rien demandé. On n'est pas du tout dans la même situation aujourd'hui dans la société française. La troisième chose, c'est que cette manifestation était une manifestation contre le racisme à l'origine. Il y a du racisme en France, c'est vrai. Ce racisme, il a toujours existé malheureusement vis-à-vis de populations diverses et variées. Aujourd'hui, c'est beaucoup les musulmans. C'est vrai que si vous appelez Mohamed, que vous habitez en banlieue, c'est toujours beaucoup plus compliqué que si vous êtes complètement, je dirais, dans les cœurs de ville. En revanche, sur l'islam, je suis désolé, il n'y a pas de critique sur l'islam aujourd'hui. Il y a une critique contre qui? Une critique contre l'islamisme, contre les dérives de l'islam. Et donc, il ne faut pas tout mélanger. Tous nos amis là qui me parlent d'amalgame sans arrêt, qui disent pas d'amalgame pas d'amalgame, mais c'est eux qui font l'amalgame. Cette manifestation est une manifestation d'amalgame justement, où on mélange tout, où tout est mélangé, et où la plupart d'ailleurs, l'écrasante majorité des musulmans ne voulaient pas aller à cette manifestation parce que c'est une manifestation discriminante par définition. Donc cette manifestation, et c'est heureux que d'ailleurs quelques mouvements de gauche et quelques partis de gauche ne se soient pas associés à ça, c'est une manifestation qui a été tentée d'être récupérée par des mouvements de la gauche, qui sont en fait les idiots utiles d'une cause qui n'est pas une cause républicaine. Je suis désolé, la cause républicaine, c'est la lutte contre le racisme. Ce n'est absolument pas la défense de l'islam qui n'est pas aujourd'hui menacée, autant que je sache, dans notre pays. Et d'ailleurs, l'islamophobie est un mot qui est tout à fait impropre. Nathalie Moret. Moi, je note que c'est une manifestation qui devait faire la promotion du vivre ensemble, d'une espèce de société comme ça métissée. Elle a fait la polémique une semaine avant. Je pense qu'on va vers une semaine de polémique après. C'est assez terrible de voir que tout ce qui touche à la religion, à la laïcité et effectivement à l'islam, aujourd'hui en France, est quelque chose de totalement éruptif. Et on ne peut pas en discuter et avoir des débats sereins. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez assez notable, quoi. C'est assez sidérant. Et ensuite, oui, il y a effectivement une certaine gauche radicale qui est sans doute à 6 mois des municipales dans une certaine récupération, mais aujourd'hui, au lendemain, enfin au surlendemain de la manifestation, moi je note que c'est quand même l'extrême droite qui est dans la récupération de cette manifestation. J'en veux pour preuve le tweet de Marine Le Pen, qui disait que ceux qui dans cette manif seront main dans la main avec les islamistes seront contre l'État, contre la France. C'était pas exactement dit comme ça, mais c'était ce que ça voulait dire. Donc oui, on est devant un impossible débat face à ces questions de laïcité. Nicolas Dupont-Aignan, qui était sur ce plateau à 8h, disait « On n'est plus dans un clivage droite-gauche, on n'est plus dans un clivage mondialiste contre patriote, on va arriver dans un clivage républicain contre communautariste ». Est-ce qu'il a raison ? Oui, c'est vrai que de nouveaux clivages apparaissent. Et d'ailleurs, c'est pas propre à la France. Hein. Vous voyez bien que ça existe aussi en Allemagne, ça existe dans d'autres pays. Je ne sais pas si c'est le clivage majeur. Si vous voulez, le clivage majeur, je pense qu'il est quand même entre Elsewhere et... Enfin, entre ceux qui sont dedans et ceux qui sont dehors. Ceux qui sont dehors, ce sont ceux qui participent pas à la mondialisation, et puis ceux qui sont dedans, ce sont ceux qui profitent de cette mondialisation ou qui estiment que c'est une chance. Alors après, c'est vrai qu'il y a des fractures communautaires. Ces fractures communautaires, elles risquent de se creuser, justement, si... eh bien, il y a des gens qui ne se sentent pas participer à cette mondialisation, qui se sentent hors du jeu. Et cette fracture communautaire, eh bien, il faut absolument faire en sorte qu'elle ne puisse pas se creuser, parce que ça aboutit à des
je dirais, à des tensions qui sont des tensions et des crispations qui peuvent être dangereuses pour la cohésion nationale. Mais on ne peut pas laisser dire à Nicolas Dupont-Aignan qu'il y a un nouveau clivage entre républicains et communautaristes, puisque les communautaristes, c'est vrai, il y en a, mais ils sont extrêmement minoritaires, et l'immense majorité des gens qui pratiquent l'islam aujourd'hui sont des républicains. Donc on ne peut pas laisser dire ça. Pierre Dumazeau, pour finir sur ce sujet. Oui, tout à fait, qui ont juste envie de vivre leur religion et qui la vivent tranquillement, sereinement, comme tous les autres, en rappelant, je cite pas souvent Jean-Luc Mélenchon, mais que la majorité de la population française n'est pas croyante, donc, et qui sont souvent, voilà, donc il y a peut-être aussi un zoom médiatique nécessaire et utile, mais il faut aussi un petit peu décrisper. Moi, j'ai vraiment peur, je pense aujourd'hui que la menace, c'est qu'on arrive vraiment dans une société de communautés qui se regardent en chien de fusil et qu'effectivement, il n'y ait plus d'unité quand elles se regardent et qu'il n'y ait plus d'unité nationale. À mon avis, c'est ça le vrai danger. Allez, on va passer à la revue de presse régionale avec vous, Alex. Et on commence par une bonne nouvelle, Alex. C'est à la une de la Voix du Nord. Et oui, une bonne nouvelle. À la une de la Voix du Nord, le chômage baisse dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais, avec une moyenne de 11% de chômage dans ces deux départements. Alors le journal du Nord a tenté d'analyser ces bons chiffres du chômage. Regardez, avec des situations qui restent quand même contrastées. Dans le sud, dans le bassin d'emploi de l'Artois, eh bien, il y a un chômage de 7,9%. Mais dans le Nord-Ouest, par exemple, dans le Calaisis, il y a toujours un chômage de 13,4%. Donc des chiffres qui restent quand même très élevés par rapport à la moyenne de la population française, qui est à peu près à 8,5%. En revanche, l'Indépendant parle, lui, d'une crise, hein. Oui, l'Indépendant qui revient sur la crise catalane entre les indépendantistes catalans et le gouvernement espagnol. Et cette crise se propage à la frontière française, puisque ce week-end, les indépendantistes catalans ont bloqué la frontière française sur à peu près 700 mètres, avec des revendications classiques, la libération des prisonniers politiques, également le retour du dialogue avec le gouvernement espagnol. Et ce blocage devrait durer environ 3 jours. Et la Nouvelle République revient sur le séisme qui a frappé hier le Sud-Est. Et oui, un séisme historique, le plus fort séisme en France depuis 16 ans. Un séisme de magnitude 5,4 avec un bilan assez lourd, 4 blessés, un blessé qui est grièvement touché, des dizaines de bâtiments qui ont été abîmés et puis une centrale nucléaire qui est actuellement à l'arrêt. Merci beaucoup, Alex. Et justement, on va parler de ce tremblement de terre qui a frappé le sud-est de la France hier midi, particulièrement la Drôme et l'Ardèche. Et justement, on va se rendre à Valence, le chef-lieu de la Drôme, retrouver nos partenaires du groupe EBRA. Bonjour, Robin Charbonnier. Vous êtes chef info Drôme-Ardèche. Robin, quelles sont les dernières informations sur place dont vous disposez ? Alors écoutez, ce matin, il y a un peu plus de 200 personnes au Teil, à la commune ardéchoise, où l'épicentre a eu lieu hier à magnitude 5,4, où les gens se réveillent dans des gymnases puisqu'ils ne peuvent plus loger chez eux. Certaines maisons sont inhabitables et d'autres sont fragilisées par ce tremblement de terre. Quel est le sentiment des habitants ce matin sur place? Est-ce que c'est de l'inquiétude? Est-ce qu'ils craignent par exemple un risque de réplique? Il y a déjà eu cette peur qui a été ressentie hier, et bien sûr il y a cette peur de cette réplique qui est fort probable, en tout cas c'est ce que disent les spécialistes, puisque dans ce domaine-là on ne peut pas faire de prédiction en fait, c'est juste des statistiques, mais il est possible qu'il y ait de fortes répliques puissent avoir lieu, donc c'est plutôt stupéfaction et puis un peu frayeur pour ces habitants-là. Vous publiez ce matin dans vos éditions de nombreux témoignages d'habitants de la manière dont ils ont ressenti ce tremblement de terre hier, des témoignages forts. Comment a-t-il été ressenti sur place? Eh bien, il y a certains habitants qui ont même cru que la centrale nucléaire de Cruas, qui est à une quinzaine de kilomètres au nord du Teil, avait explosé tellement le ressenti a été fort. Il y a eu 5 secondes de tremblement assez fort à ce niveau-là et même un boom a été entendu. Tout le monde est sorti dehors, vraiment surpris par cet événement-là. Donc voilà, il faut savoir que c'est quand même le plus fort tremblement de terre ressenti à ce jour dans cette région. Justement, vous parliez de cette centrale nucléaire de Cruas en Ardèche qui est actuellement à l'arrêt pour des vérifications. Est-ce qu'il y a une inquiétude dans votre région à ce sujet ?
Oui, alors pas jusqu'à maintenant, puisque les gens sont habitués plutôt, c'est plus une habitude, ils sont acculturés à ce risque-là, mais le tremblement de terre refait sortir ces peurs-là, même si les structures ont été prévues pour faire face à de forts séismes. Merci beaucoup Robin Charbonnier pour ces dernières informations. On va voir la une du Dauphiné. On a tous cru à une explosion. C'est la phrase que vous avez retenue ce matin en une du Dauphiné et en page intérieure bien sûr de nombreux témoignages d'habitants. Merci Robin Charbonnier d'avoir été avec nous ce matin. Messieurs, on va voir vos unes. La une du Figaro, Yves Tréhard, Macron et Le Pen mis sur un nouveau duel avec un sondage de l'IFOP. Oui, alors c'est un sondage de l'IFOP qui montre que pour beaucoup de Français, eh bien, on se dirige en 2022 vers ce duel, mais c'est pas un duel qui est souhaité. C'est un duel qui est prédit, je dirais. Alors la prédiction n'a rien à voir avec l'intention de vote, ça peut évidemment changer d'ici là, mais pour beaucoup de Français, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la gauche et la droite ne sont pas en état de conquérir ou de concourir plutôt à ce scrutin présidentiel, et que eh bien, la répétition de 2017 pourrait se jouer. Simplement, si elle se joue, et c'est pas sûr qu'elle se joue, parce que les Français, généralement, arrivent toujours à déjouer les pronostics, ça s'est toujours passé comme ça, eh bien, l'écart qui avait été constaté en 2017 entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, il est probable qu'il serait beaucoup plus mince qu'il ne l'avait été à l'époque. Voilà, et c'est à lire dans Le Figaro, avec ce sondage exclusif IFOP pour Le Figaro. Il y a également une interview de Damien Abad, une grande interview dans Le Figaro, oui. Le nouveau président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale. La lettre de l'expansion, votre édito, Pierre, qui s'intitule « Se souvenir ». Oui, se souvenir pour le 11 novembre, évidemment, et les cérémonies hier, et notamment la très belle cérémonie pour l'inauguration du monument des soldats tués en opération extérieure, en OPEX, et se souvenir aussi du 13 novembre, et des attentats qui ont frappé la France. Ouais. Et dans la lettre également une actualité du jour. C'est Xavier Bertrand et Bruno Retailleau qui sont aujourd'hui. Oui, c'est Christophe Castaner pour parler des listes communautaires. Et oui, c'est cette réunion un petit peu étrange vue de l'extérieur. Pourquoi deux figures de la droite, dont une s'est quand même déclarée quasi-candidate en 2022 contre Emmanuel Macron. Pourquoi ces deux personnes vont aujourd'hui dans le bureau de Christophe Castaner? Alors, officiellement, on nous dit que c'est pour discuter, parce que c'est normal. Christophe Castaner, il prend la température. En fait, il en a un peu marre, Christophe Castaner. En off, on nous dit, mais le ministre des élections, c'est lui, il en a un peu marre d'être dépassé sur ces sujets. Il a envie de reprendre la main. On rappelle que, effectivement, le ministre des élections, c'est lui. Il doit s'emparer de ce sujet. Raison pour laquelle, également, ils ont été un petit peu surpris qu'un ministre n'assiste pas à cette réunion, Sébastien Lecornu, qui a été l'un des premiers à parler de front républicain face aux listes communautaires. Eh bien, il ne sera pas à cette réunion. Pourquoi? Parce que Christophe Castaner, eh bien, il a envie de s'occuper de ce dossier. Il en avait déjà un peu marre d'avoir un secrétaire d'État à coller. Donc là, ça y est, il reprend la main. Nathalie Moret, si on écoute Pierre Dumazeau, tout le monde a gagné politiquement à cette réunion. D'un côté, la droite, Bruno Retailleau, Xavier Bertrand, et de l'autre, Christophe Castaner. Enfin, plutôt Bruno Retailleau pour l'instant, très objectivement, parce qu'on a retenu qu'il a fait une PPL pour justement interdire ces listes communautaires aux élections. Et effectivement, on avait quand même un peu oublié que le ministère de l'Intérieur s'occupait aussi des élections. Moi, très égoïstement, j'aimerais bien savoir ce que vont se dire dans le taxi Xavier Bertrand et Bruno Retailleau, parce que c'est quand même deux candidats à l'élection présidentielle non déclarés et sur des niches complètement différentes. Donc j'aimerais bien savoir ce qu'ils vont se dire. C'est une alliance de circonstances ou qui peut aller plus loin pour vous? Ah, ça, je ne sais pas encore. S'ils prennent le métro, ils vont parler plus loin. Eh bien, on suivra tout ça. Nathalie, on va voir la une de vos journaux, vos journaux du groupe EBRA, qui sont bien sûr beaucoup consacrés à ce séisme de magnitude 5,4 qui a eu lieu hier dans le sud-est de la France. On voit la une du Dauphiné. Nathalie, si vous voulez en dire un petit mot. Bah oui, non, mais c'était pas ce qui était prévu hier. Mais évidemment, c'est absolument colossal ce qui se passe là-bas. Et j'allais dire que c'est que le début. Parce qu'aujourd'hui, on a pallié à l'essentiel, à l'urgence, mais après, quel va être l'état des bâtiments, combien de personnes vont devoir être relogées sur le long terme, le plus dur commence.
Merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé à ce club. Yves Tréhard du Figaro, Pierre Dumazeau, La Lettre de l'Expansion, Nathalie Moret, les journaux du groupe EBRA et Alex Poussard qu'on retrouve jeudi, hein, c'est ça Alex jeudi. Allez, c'est la fin de cette émission. À 17h30, vous retrouvez Rebecca Fitoussi pour Allons plus loin. À noter quand même cet après-midi au Sénat à 14h30 l'audition d'Agnès Buzyn, la ministre des Solidarités et de la Santé par la commission d'enquête sur l'affaire Lubrizol. On en parlera bien sûr demain dans Bonjour chez vous. L'invité politique, ce sera Amélie de Montchalin, la secrétaire d'État chargée des affaires européennes. On vous attend demain, on vous souhaite une très bonne journée. La presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous ont présenté le Club des Territoires. La Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous a présenté le Club des Territoires. NJ, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous a présenté le Club des Territoires.